Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Hulk a un rôle mineur dans la totalité des films Avengers ou pourquoi Captain Marvel n'apparaît que quelques secondes dans Endgame alors qu'on nous l'avait teasé comme la grande sauveuse. Ou encore, pourquoi Sentry, le héros le plus puissant du MCU, est désormais New Avengers et lui aussi relégué à ne pas devoir utiliser ses pouvoirs. Et ça fait quelques années que ça dure. On a le sentiment que dès que Marvel met la main sur un personnage un peu trop puissant, ils ont tendance à totalement paniquer et faire en sorte de réduire ses pouvoirs de manière à ce qu'ils ne les utilisent jamais. Et c'est pas les seuls cas. Thor est devenu obèse, Guy a disparu et même Madame Warlock est un enfant attardé. Bref, Marvel ne sait absolument pas gérer la puissance. Et encore, je vous parle que des héros. Les méchants, eux, c'est encore plus ridicule. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer sur le vaste sujet de la gestion de la puissance des personnages Marvel en collaboration avec le copain Captain Bambino. Car tout comme dans les mangas, les super-héros des comics sont un don pour la surenchère. Les nouveaux méchants doivent toujours être de plus en plus puissants et les héros doivent toujours trouver un moyen de se surpasser. En mode Super Saiyan 62, t'as compris. Sauf que dans le MCU, bah non. On préfère constamment réduire les enjeux pour rester terre à terre et permettre à Sam de vaincre Red Hulk. Bref, dans cette vidéo, nous allons principalement parler des projets passés, mais dans le doute, nous entrons quand même dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckart, le théoricien préféré de ton Deus Ex Machina préféré. Générique. Holy est le sponsor de cette vidéo et tout simplement une petite révolution dans ma vie. Il s'agit d'une marque de soft drink 100% naturelle, très peu calorique et éco-responsable que je consomme tous les matins depuis des mois. Il existe plusieurs gammes différentes que j'ai toutes testées, mais personnellement, je suis accro à leur gamme énergisante. Et surtout au goût Raspberry Raptor. Je n'ai absolument jamais bu de café de ma vie. Et j'ai jamais eu de vraie solution pour me réveiller ou rester éveillé quand j'en avais besoin. Et là, enfin une solution. Avec Holy Energy, je remplis mon shaker de 500 ml d'eau que je mélange à une dose d'Holy Energy. Et c'est parti pour la journée. Mais ce que je kiffe, c'est que c'est sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel. Pour remplacer tout ça, Holy a développé ce qu'ils appellent la New Caf, qu'ils combinent à des arômes naturels. Un traitement encapsulé et naturel de la caféine qui, au lieu de te réveiller 2 heures de manière violente, s'infuse tout au long de la journée dans ton corps. Et c'est juste incroyable. Et si t'es pas trop energy drinks, il y a aussi une gamme Iced Tea qui est hyper rafraîchissante et toujours sans sucre. Et pour les sportifs, la gamme Holy Hydratation. Parfait pour la récupération après le sport ou après une cuite. Ah, je suis bien. Il existe plusieurs manières de le découvrir, soit par petits échantillons ou directement par pack de 50 doses, beaucoup plus économique. Bref, si tu veux tester et comme les 400 000 clients satisfaits, revivre sans café ou energy drink bourré de sucre, je te mets le lien dans la description et en premier commentaire et tu peux utiliser le code KevinBuckart5 pour avoir moins 5 € sur ta première commande ou KevinBuckart pour bénéficier de 10% si c'est plus rentable pour toi. C'est excellent et si tu utilises mon code, tu aides la chaîne à se développer. Allez, on y retourne. Le MCU s'est construit brique par brique et je ne suis pas sûr que Kevin Feige, en lançant Iron Man et l'incroyable Hulk, n'ait jamais imaginé être encore à la Comic Con 20 ans après. C'est pourquoi, contrairement à des mangaka, il n'y a jamais eu de plan précis sur 20 ans pour construire le parcours de nos héros, ni d'ailleurs imaginer des dizaines d'années à l'avance les méchants qu'ils rencontreront, surtout dans un univers étendu. Problème, au fil des ans, les héros ont affronté des menaces totalement inégales. Captain affronte encore et toujours un super soldat, quand Thor fracasse du dieu. Et quand il se retrouve, bah c'est pas toujours évident de trouver un équilibre. Et pourtant, le début avait si bien commencé. L'ère des Némésis. À ses débuts, Marvel Studios pose une structure narrative très reconnaissable. Chaque héros affronte un antagoniste qui lui ressemble presque trait pour trait, au point qu'on pourrait les voir comme des versions maléfiques du protagoniste. Ce qui explique pourquoi certains méchants manquent cruellement de caractère. C'est d'ailleurs l'un des reproches majeurs faits à cette phase du MCU. Des antagonistes peu marquants, souvent réduits à de simples reflets négatifs du héros. Même capacité, même niveau de puissance, quelques détails qui changent, mais rarement de vraies différences fondamentales. Prenons Obadiah Stane, dans Iron Man. Il incarne tout ce qu'était l'ancien Tony Stark. Avide de pouvoir, guidé par son ego, il devient Iron Monger, littéralement une version bodybuildée du Mark I. En gros, c'est Iron Man contre ce qu'aurait pu être l'Iron Man de Tony, qui n'aurait pas eu de cas de conscience. Le cas de Thor et Loki suit une logique similaire. Leur lien familial ajoute de la complexité, mais le parallèle est clair. Même allure, même façon de s'exprimer, Thor incarne l'honneur et le courage, Loki la ruse et la trahison, deux faces d'une même pièce. Même chose pour l'abomination dans l'incroyable Hulk, qui est juste un autre Hulk enragé.
Visuellement et physiquement, on est presque dans un jeu de 7 différences. Sans parler de Captain et du Crâne Rouge, où chacun défend une idéologie et pense être dans le bon camp. Bon, même si Schmidt est complètement taré, hein. Mais cette approche ne sort pas de nulle part. Elle s'inspire de nombreux récits où le héros affronte plus qu'un ennemi, il affronte une part de lui-même. Par exemple, Luke Skywalker dans Star Wars, tenté par le côté obscur. Ou Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, luttant contre l'influence de l'anneau. Cette dualité, très présente dans la pop culture, a clairement influencé la construction du MCU. Mais au fond, cette première phase reste fidèle aux comics classiques. Un héros, un méchant, un combat final, le bien triomphe, enfin, une structure simple, presque scolaire, mais logique quand il s'agit de poser les bases d'un univers plus vaste. Et globalement, la gestion de la puissance fonctionne bien. Les affrontements restent équilibrés, souvent physiques, en corps à corps. À cette époque, les super-héros sont rares, marginaux dans un monde encore très proche du nôtre. Être un héros est l'exception, pas la norme. Il n'y a donc pas besoin de menaces cosmiques ni de pouvoirs démesurés. Les héros sont juste 2 ou 3 fois plus forts qu'un humain lambda, pas plus. Thor et Hulk font évidemment exception, et Captain America aussi dans une moindre mesure. Mais on reste dans une échelle humaine. Pas de manipulation de réalité, pas d'univers à sauver, ce sont encore de simples super-humains. Il faut aussi reconnaître le point positif de cette approche. Des adaptations fidèles des grands ennemis des comics, une mise en place solide, mais le revers, c'est une certaine prévisibilité. Chaque film suit le même arc. Le héros traverse une crise, évolue, devient meilleur, affronte une menace miroir et gagne en maturité. On retrouve souvent le love interest, le pote fidèle, et un méchant qui n'apparaît vraiment comme une menace que dans le dernier acte. Et le combat final tombe systématiquement juste avant le générique, ce qui rend ces origin story parfois un peu laborieuses à revoir toutes d'affilée. Autre caractéristique de cette phase, des enjeux modestes. Les intrigues sont souvent locales ou intimistes. Une bonne partie de Thor se passe dans une petite ville du Nouveau-Mexique. Iron Man reste centré autour de Stark Industries. Ces cadres réduits permettent de développer les personnages, mais limitent un peu la sensation d'ampleur. Deux exceptions se démarquent pourtant, encore une fois, Thor et Hulk. Thor, grâce à Mjolnir, est quasiment invincible. Il manipule la foudre, possède une force énorme, et à cette époque, dans un MCU encore limité, il est clairement le plus fort. Hulk, lui, est potentiellement le plus puissant, mais son instabilité le freine, comme le voulait Stan Lee à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bruce Banner rejette Hulk, ce qui rend son utilisation rare et contrôlée. Il n'est pas toujours là quand on en a besoin, et ça limite son rôle dans le récit. Mais pour le coup, c'est totalement voulu. Ça fait partie du personnage, et ça rend l'émergence de sa puissance totalement mythique. Les Avengers rebattent les cartes. À partir du film Avengers en 2012, Marvel Studios change de schéma. Pour augmenter les enjeux, ce n'est plus un simple antagoniste qui incarne la menace, mais une armée, un collectif. Avengers établit clairement cette logique. Les Chitauri, plus que Loki, sont la véritable menace. Dans la majorité des films qui suivront, le méchant n'est plus le centre du danger. Réunis, les Avengers forment une équipe trop puissante pour qu'un vilain isolé tienne la route. Difficile d'imaginer un ennemi venir à bout de Hulk, Thor, Iron Man et Captain America en même temps, sauf à faire appel à un super vilain colossal comme Thanos, que Marvel garde sous le coude. D'autant plus qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les droits sur les méchants des X-Men, de Spider-Man ou des 4 Fantastiques. Le choix était donc beaucoup plus limité. Et dans Thor 1, Hiddleston impressionne tellement tout le monde par son jeu que Feige décide de le faire revenir pour le film Avengers. Quand bien même, il devait vraiment mourir dans Thor. Bon, après Avengers n'est clairement pas centré sur lui. Son développement est assez superficiel comparé à celui du premier Thor, et sa puissance ne progresse pas vraiment. Si ce n'est grâce à la pierre de l'esprit qu'il utilise de façon limitée, notamment pour contrôler Selvig et Clint Barton. Très vite, on comprend que Loki, seul, ne fait pas le poids face à 6 Avengers, et encore moins face à Hulk, comme le prouve la scène où ce dernier l'écrase sans effort. Puny God. Le vrai affrontement, c'est celui contre l'invasion des Chitauri. Le film devient un Avengers versus armée d'aliens, pas un Avengers versus Loki. Mais il fallait quand même le garder en vie suffisamment longtemps pour qu'il reste une menace crédible, tout en gardant Hulk à l'écart pendant presque 2 heures. Banner est quand même relativement mis en avant à l'écran, puisqu'il apparaît 12 minutes 30 à l'écran, alors que Hulk, lui, n'apparaît même pas 5 minutes. C'est peut-être le premier vrai cas de gestion d'un personnage trop puissant pour le récit. Et ce modèle va se reproduire dans les films suivants. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, la menace, c'est l'infiltration d'Hydra, pas Alexander Pierce et ses 12 minutes d'apparition. Même logique dans Iron Man 3. Aldrich Killian est peu présent, mais l'ennemi, c'est l'ensemble du programme Extremis. Pareil pour Thor, le monde des ténèbres, où Malekith et ses 10 minutes sont éclipsés par les elfes noirs collectivement. Le héros ne combat plus une figure unique, mais une organisation, une idéologie. Et c'est pratique pour masquer le manque de puissance individuelle des méchants et élargir les enjeux à des dimensions plus politiques ou sociales. Mais ça réduit encore leur présence à l'écran. Là où en phase 1, un Obadiah Stane avait 21 minutes, Loki 22, le Crâne Rouge plus de 15,
Ici, les vilains deviennent presque secondaires. Autre souci, le manque de combats marquants. Entre 2013 et 2015, peu de confrontations restent mémorables. Marvel doit faire s'affronter ses propres héros pour compenser, comme le Hulkbuster contre Hulk, ou encore Captain vs Bucky, qui reste l'un de mes combats préférés. Puis vient Avengers, l'ère d'Ultron, qui tente de monter d'un cran. Ultron, intelligence artificielle, représente une menace brillante sur le papier. Inarrêtable car immatériel. Mais il lui donne un corps et une armée de robots, encore une armée, ce qui en fait un énième ennemi physique à fracasser, diluant l'idée originale. Cela dit, en termes de puissance, Ultron reste l'ennemi le plus redoutable du MCU au moment de sa sortie. On a clairement un step-up depuis Avengers 1, mais contrairement aux comics, ils ont transformé sa cruauté froide en légèreté chelou. I can't physically throw up in my mouth. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Les blagues à chaque apparition, c'est non. Mais bon, c'est pas le sujet. Pour faire face, Marvel renforce l'équipe. Vision, Wanda et Quicksilver rejoignent les Avengers. Vision, nourri par une pierre d'infinité quand même, devient le personnage le plus puissant de l'univers. Il est même capable de soulever le marteau de Thor, qui fragilise un peu l'image de ce dernier, en le rendant plus vulnérable. Une fragilité qui sera exploitée ensuite pleinement dans tous les projets où il apparaîtra. Wanda, elle, introduit une nouvelle forme de puissance. Psychique, magique, mentale, capable de manipuler les esprits et la réalité. Une force inédite dans le MCU, subtile mais immense, même si encore bridée à ce stade. Avec l'ère d'Ultron, Marvel prépare donc le terrain pour un ennemi capable d'affronter seul les Avengers, Thanos. Mais pour cela, il faut une équipe plus large, voire plus puissante. Le problème, c'est que plus on ajoute de héros, plus l'équilibre devient difficile à maintenir. Si le méchant est trop faible, il est balayé, s'il est trop fort, il déséquilibre tout le film. Mais c'est surtout l'équilibre interne qui pose problème. Comment faire cohabiter sur un même champ de bataille un dieu, Vision, une sorcière, versus un archer et sa copine espionne? Et oui, les armées sont là pour ça, car elles aussi sont inégales. Mais combien de temps ça peut marcher? Car la multiplication des projets rend la cohérence complexe. Même si jusqu'ici, ils s'en sortent plutôt bien et trouvent quelques astuces pour tenir le cap. L'arc Civil War. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit pour la première fois un vrai symptôme de difficulté du MCU à gérer la puissance de ses personnages. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est Hulk. Dès la phase 1 et 2, ils avaient trouvé des astuces pour le tenir à l'écart de l'intrigue, parfois de façon plus ou moins crédible. Le déséquilibre restait gérable, jusqu'à Captain America Civil War. Dans Civil War, la présence de Hulk aurait complètement faussé le débat entre les deux camps, et c'est évident. Lui et Thor étaient beaucoup trop puissants pour que l'affrontement soit crédible. Résultat, Marvel les écarte purement et simplement. Leur seule présence aurait écrasé tout le monde et tué toute tension dramatique. Et Marvel préfère les faire s'affronter eux deux dans un autre film. On avait déjà vu ça dans Avengers 1, où Hulk est volontairement tenu à l'écart une bonne partie du film. Dans Avengers 2, il est un peu plus présent mais reste quand même en retrait, à peine 5 minutes à l'écran, alors qu'il est censé faire partie intégrante de l'équipe. Et c'est pareil pour Thor, qui part en mission solo dans une intrigue floue, mais qui a surtout pour but de le sortir du récit. Il se retrouve même avec moins d'importance que Clint Barton, ce qui paraît totalement absurde. Mais passons à l'arrivée de Civil War. Marvel anticipe le problème et décide d'envoyer Hulk dans l'espace. Et si on y réfléchit, cette scène n'a rien de vraiment crédible. On peut se demander pourquoi Stark, avec tous ses satellites, drones, IA et autres armures dernier cri, ne parvient pas à intercepter ce Quinjet. Le vaisseau dérive dans l'espace, entre dans un trou de verre jusqu'à la planète du Grand Maître. Comme si c'était logique. En réalité, ce n'est pas un choix narratif, c'est une nécessité. Marvel devait absolument trouver un moyen de sortir Hulk et Thor du jeu. Ce besoin de les écarter montre à quel point il est difficile de les intégrer harmonieusement à l'intrigue sans tout déséquilibrer. Heureusement, Marvel a su rebondir avec Thor Ragnarok, un film plus léger, plus fun, qui rassemble enfin Thor et Hulk dans un contexte isolé, loin du chaos des Avengers, ce qui permet de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais revenons à Civil War. Ce film marque un tournant. Pour la première fois, on passe d'un schéma classique, héros contre méchants, à héros contre héros. Marvel comprend qu'il devient compliqué de proposer des méchants à la hauteur des super-héros déjà installés. La solution est donc de les faire s'affronter entre eux. Simple mais efficace. Et ça fonctionne. On a enfin des combats équilibrés, pensés selon les niveaux de puissance. L'arrivée de Spider-Man et Black Panther apporte encore plus de densité sans casser l'équilibre global. Ils ne sont pas les plus puissants du MCU, mais ils viennent enrichir les deux camps, tout comme Ant-Man d'ailleurs. Et c'est peut-être la première fois qu'un affrontement chez Marvel maintient un véritable équilibre de force entre deux camps aussi puissants. Et puis, il y a Zemo. Contrairement à Ultron, dont le potentiel a été un peu gâché, Zemo est un méchant marquant, justement, parce qu'il ne cherche pas à être fort. Il est stratège, malin, et comprend très bien qu'il ne peut pas vaincre les Avengers physiquement, alors il choisit de les détruire de l'intérieur. An empire toppled by its enemies can rise again. But one which crumbles from within, that's dead.
forever. C'est l'un des rares à agir intelligemment, à manipuler sans se croire supérieur. C'est subtil, bien pensé, et ça fonctionne. Une véritable bouffée d'air dans un MCU qui commençait à se répéter. Et c'est dommage que Marvel n'ait pas continué sur cette voie. Après ça, on retombe vite dans le vilain sans charisme, vaincu en 2 scènes, persuadé d'être brillant alors qu'il se plante lamentablement. Toujours plus de muscles, mais souvent de QI, dans un déni presque gênant. Mais on n'en est pas encore là. Des vilains enfin puissants. À partir de 2016, Marvel entre dans ce qui est sans doute la période la plus aboutie en termes de narration, de gestion des enjeux et de montée en puissance des menaces. Entre 2016 et 2018, le MCU introduit des antagonistes bien plus redoutables que ceux des premières phases. On n'a plus simplement affaire à des adversaires miroirs des héros, mais à des entités aux pouvoirs colossaux, avec des dangers d'une ampleur totalement inédite. Face à ces menaces, les héros doivent changer d'approche. Il ne s'agit plus seulement de taper plus fort, mais de s'allier, de faire preuve d'intelligence, parfois même de ruse. C'est pourquoi on voit émerger des petits groupes soudés qui font face ensemble. Même si les Gardiens de la Galaxie avaient posé les bases, c'est vraiment dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2 que ça se concrétise. L'équipe affronte Ego, une entité cosmique littéralement incarnée par une planète vivante. C'est un tournant, la force brute ne suffit plus. Leur victoire repose sur la complémentarité, le sacrifice, l'intelligence collective. Mantis, Nebula, Kraglin, sans oublier Yondu, rejoignent les rangs. C'est ensemble qu'ils parviennent à vaincre là où aucun d'eux n'aurait réussi seul. Thor Ragnarok poursuit cette logique. Et là est la première ennemie à réellement dominer Thor. Son pouvoir est tel que le dieu du tonnerre doute. Il souffre et frôle la mort. It's not possible. Ce film marque une étape importante pour Thor, qui doit trouver sa valeur en dehors de Mjolnir. Encore une fois, la solution passe par un groupe improvisé, Hulk, Valkyrie, Loki, Korg et Mick, et par un choix radical, déclencher le Ragnarok via Surtur pour vaincre Hela. Un plan de dernier recours, loin des affrontements classiques. Dans Black Panther, Killmonger représente une autre forme de menace, moins cosmique mais tout aussi profonde. Il secoue le Wakanda, l'ébranle de l'intérieur. Ce n'est pas le duel qui fait tout, mais la résistance d'une partie du peuple, la remise en question de T'Challa et ce que son adversaire représente idéologiquement. Comme Hela, Killmonger prend le pouvoir, oblige le héros à se redéfinir pour mieux reprendre le contrôle. Doctor Strange, lui, introduit Dormammu, une entité extradimensionnelle, et là encore, la victoire n'est pas physique. Strange piège Dormammu dans une boucle temporelle, l'obligeant à fuir. C'est original, malin, et ça diversifie la façon dont le MCU résout ses conflits. Chaque film adopte son propre ton, son propre style, avec ses ennemis variés. C'est une période où chaque projet a une vraie identité. Tous ces films forment ce qu'on peut considérer comme l'âge d'or du MCU. Les enjeux sont de plus en plus élevés, mais la narration reste maîtrisée. Les héros sont souvent inférieurs sur le papier, mais parviennent à s'en sortir grâce à leur ruse, leur travail d'équipe ou simplement une bonne idée. Ce qui permet à cette formule de rester crédible, malgré les interconnexions du MCU. C'est l'isolement des conflits. Chaque menace se déroule dans un cadre spécifique, à l'écart, comme la planète Ego, Asgard, le Wakanda, la dimension noire, la dimension miroir, etc. Ces lieux permettent de justifier l'absence des autres héros, parce que sinon on pourrait se demander mais pourquoi les Avengers ne rappliquent pas à chaque fois qu'une entité cosmique se pointe. C'est cette isolation qui rend possible un équilibre entre la montée en puissance des méchants et la cohérence de l'univers partagé. Marvel réussit à faire coexister des menaces titanesques avec des solutions logiques, sans perdre le fil. Et on peut espérer que cette approche servira de modèle à l'avenir, notamment avec les 4 Fantastiques Premier Pas, qui devraient nous présenter la première famille Marvel face à Galactus, le dévoreur de mondes, un ennemi inévitable et un nouveau test pour le MCU. Infinity War, Marvel face à ses contradictions. Marvel Studios atteint une forme d'apogée avec Avengers Infinity War en 2018. C'est l'aboutissement ultime, tous les héros introduits jusque-là, réunis dans un seul film. Les ennemis n'ont cessé de monter en puissance jusqu'à Thanos, l'antagoniste quasi inarrêtable. Dans ce film, les héros peinent à rivaliser, ils n'ont même pas d'espoir de gagner. Le studio veut un grand blockbuster réunissant tous ces personnages, mais se heurte à un problème. Si tous les héros les plus puissants sont là, Thanos ne peut pas gagner, et l'histoire ne peut donc pas atteindre la conclusion dramatique souhaitée, la victoire du méchant. On atteint ici la limite du modèle Marvel. Un méchant trop fort écrase tout, un méchant trop faible ne tient pas la route. Et c'est tout le paradoxe. Marvel a besoin de ses héros puissants pour rendre ses menaces crédibles. Mais une fois présents, ces héros deviennent des obstacles pour le récit. Il faut alors les mettre à l'écart, les affaiblir ou réduire leur rôle. Voyons ça personnage par personnage. Hulk, déjà, est un casse-tête depuis toujours. Dès la scène d'intro, il est humilié par Thanos et comme souvent, sa puissance reste floue. Parfois invincible, parfois inutile.
Là, après sa défaite, il disparaît du film, même du MCU en vrai. Banner prend le relais sans explication très convaincante, et l'idée serait que Hulk a honte ou peur, mais c'est très vague. Résultat, il est évacué du récit. Vision, pareil, transpercé dès le début par l'un des enfants de l'Ordre Noir. Il est blessé et mis hors jeu. Le film a besoin de lui retirer la pierre de l'esprit, donc on le garde en arrière-plan, il ne participe jamais vraiment à l'action. Wanda suit le même parcours. Elle protège Vision, puis tente de le retrouver, de le défendre. Elle arrive donc très tard sur le champ de bataille et intervient assez peu. Son rôle est avant tout émotionnel à travers sa relation avec Vision. Thor, en revanche, est bien mieux traité. Ragnarok avait amorcé un virage, il perd son père, sa mère, son royaume, et dans Infinity War, il perd aussi son peuple. Loki, Heimdall, il est brisé. Un power-up classique version shonen, pour affronter plus fort, il faut devenir plus fort. Et ça fonctionne. Son retour à la fin bouleverse le combat et est une des scènes les plus mythiques du MCU. S'il avait été là plus tôt, la bataille du Wakanda aurait été pliée. Mais son arrivée tardive est logique, construite, justifiée. Contrairement à Hulk, Thor a un vrai développement dans ce film. C'est d'ailleurs un film très comics accurate. On retrouve la structure classique des grands arcs des comics, un boss final Thanos, des sbires intermédiaires, l'Ordre Noir, une armée à battre, les Outriders. Chaque niveau de menace correspond à une échelle de héros. Thanos, lui, n'est pas juste puissant, il est presque trop puissant. Et lui aussi gagne en puissance au fur et à mesure du film jusqu'à devenir omnipotent. Et pour éviter qu'il ne détruise tout sans résistance, Marvel lui donne une morale. Il a des motivations tordues certes, mais compréhensibles. Il ne tue pas tous les héros parce qu'il ne veut pas parce qu'il ne peut pas. Et ça, c'est important. Si Thanos était juste un monstre sans limite, il n'y aurait pas d'histoire. Mais cela montre aussi une limite au modèle. Plus fort que Thanos, ça existe, notamment dans le multivers. Mais ces entités sont intouchables. On ne peut ni vraiment les combattre, ni vraiment les vaincre. Et elles deviennent inexploitables dans un récit avec des héros humains, sauf exception très spécifique. Captain Marvel ou le début des problèmes. À l'aube d'Avengers Endgame, Marvel pousse son ambition à l'extrême en introduisant ce qui est censé être le personnage le plus puissant de l'univers, Captain Marvel. Dès la scène post-générique d'Infinity War, elle est teasée comme une figure héroïque féminine et surtout comme l'espoir ultime face à Thanos. Un choix audacieux, car après la défaite cuisante des Avengers, il fallait redonner de l'élan au public. Et cette lueur d'espoir, c'était elle. Seulement, dès son film, on comprend qu'il y a un problème. Les méchants qui semblent être les Skrulls sont en fait les Kree, et personne n'est suffisamment puissant pour résister à Captain Marvel. Alors elle est tout simplement nerf 90% du film. Et là, pour le coup, c'est assumé. On ne sait pas quoi faire de quelqu'un si puissant. La preuve avec la démonstration de puissance tout simplement débile. Ils auraient pu lui faire maîtriser ses pouvoirs petit à petit comme Wanda, mais non, elle est à 8000% dès la fin de son film. Mais du coup, que faire d'elle? Comment la faire évoluer? C'est une vraie question. Mais avant d'en parler dans Endgame, on voit bien que la gestion des personnages, plutôt bien maîtrisée dans Infinity War, commence ici à dérailler avec le retour du Thanos du passé. Hulk, devenu Smart Hulk, est vidé de son intérêt. Ni fort, ni utile, il semble désormais moins puissant qu'Iron Man ou Captain America. Vision est mort, Wanda absente, et Thor devient un gag, caricature de lui-même, dépressif, obèse, presque ridicule. Le changement paraît presque brutal, déconnecté, comme une façon évidente de le nerfer. Parce qu'en pleine forme, Thor aurait battu Thanos sans problème. Surtout ici, où ce Thanos-là n'a ni gants ni pierres. Alors, on l'affaiblit volontairement. On le détourne, et ce qui aurait pu être le grand retour du héros devient une blague prolongée. Une direction qui sera confirmée et accentuée dans Love and Thunder. Et c'est là qu'intervient Captain Marvel. Très vite, on sent que les scénaristes ne savent pas quoi faire d'elle. Elle est trop puissante, trop décisive, impossible à intégrer, sans déséquilibrer tout le récit. C'est le même souci qu'avec Hulk, en pire. Car au moins avec Hulk, on pouvait utiliser Banner comme excuse, jongler avec sa double nature. C'était pas l'idéal, certes, mais ça tenait. Pour Carol Danvers, y a rien. Pas de justification crédible pour l'écarter de l'action. Alors Marvel invente un prétexte. Elle est occupée ailleurs, à protéger d'autres galaxies. Sauf que Thanos menace l'univers entier. L'excuse tient pas vraiment, et son temps de présence à l'écran, 6 petites minutes dans un film de 3 heures, ne fait qu'accentuer cette impression. On nous vend la sauveuse ultime, et elle est absente quasiment tout du long, et quand elle arrive, elle est celle qui retourne complètement la situation. Elle détruit le vaisseau et empêche Thanos de snapper. Mais oui, en effet, c'est trop. Ce qui n'existait pas un entre-deux. Et le masque tombe. Marvel ne sait déjà pas gérer ses super-héros les plus puissants. Utiliser Captain Marvel dès le début, c'était risquer de clore l'histoire en 5 minutes. Mais la garder hors jeu la rend incohérente. Elle devient un problème, le révélateur d'un déséquilibre plus profond dans l'univers Marvel. C'est là que commence vraiment l'un des grands maux du MCU. L'impossibilité de doser correctement la puissance des personnages, surtout les nouveaux venus.
S'ils sont trop forts, ils deviennent inutilisables. Trop faibles, ils sont anecdotiques. Et dans un monde désormais saturé de super-héros, il est si difficile de les faire cohabiter. Quel intérêt pour Captain Marvel de combattre le Caïd, ou pour Daredevil de combattre Zeus? Et en même temps, ça nous mène toujours à une surenchère. Oui, c'est stylé de présenter des personnages toujours plus puissants, mais Marvel va se perdre, car en plus de ne pas savoir quoi faire de ces personnages puissants, ils n'auront jamais le cran de leur mettre des menaces à la hauteur. Car c'est aussi avant tout un problème de méchants. Trop puissants, on se demande pourquoi tous les héros ne répliquent pas, trop moyens, on a l'impression de revoir toujours les mêmes choses. On est donc dans une impasse, les enjeux ne fonctionnent plus, et c'est exactement ce qu'on verra ensemble dans la partie 2 la semaine prochaine. Croyez-moi, la partie 1 c'était la partie gentille. Car depuis le début de la saga du multivers, le problème est devenu un énorme bordel dont Marvel n'arrive plus à se défaire. Encore un grand merci à Oli qui sponsorise cette vidéo et accompagne la chaîne au quotidien. N'oublie pas que tu as le droit à moins 5 € sur ta première commande avec le code KevinBuckhart5. Et si c'est plus avantageux, moins 10% avec le code KevinBuckhart. En tout cas, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les prochains films à venir post-Secret Wars, ça se passe juste ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Et en attendant, n'oubliez surtout pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!